Salut Ansgar, Salut Stéphane, comment tu vas? ça va très bien, merci. Bien. Merci de m'accorder de ton temps pour cette causerie, je les appelle des causeries, puisqu'on va discuter de plein de choses, mais surtout de ton domaine de prédilection, ton domaine d'expertise et ta manière de voir le monde. Et tu le sais déjà pour moi, j'y suis très 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 sensible. Tu m'as beaucoup apporté. Et donc, si tu es d'accord, est-ce que tu voudrais, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais te présenter? Avec plaisir. Je m'appelle Ansgar Rougemont-Puking, je suis psychiatre et psychothérapeute. Je travaille en Suisse, plus exactement Suisse romande, à Vevey et dans la région donc Suisse romande francophone, alors que je suis d'origine allemande. Donc ça fait 25 ans que j'habite en Suisse. J'ai fait ma formation de psychiatre entièrement en Suisse. Donc, je parcours le curriculum de formation comme on fait en psychiatrie, en psychothérapie en Suisse. Et pendant longtemps, je travaillais dans les addictions sévères, donc notamment l'addiction à l'héroïne, notamment au cocaïne, des substances hautement addictogènes. Et en accompagnant ces personnes, j'ai réalisé que quasiment la totalité de ces patients sont porteurs de traumatismes graves, psychotraumatismes grave, souvent dans l'enfance, dans l'adolescence. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la psychotraumatologie. Je me suis par la suite formé un peu MDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Et par la suite, j'ai aussi fait la recherche. Je fais un jour de recherche à Harvard sur l'état stress post-traumatique. Et au, au fil du temps, je me suis intéressé aux thérapies psychédéliques. Depuis quelques années, je m'intéresse à ces thérapies. Je me suis formé dans ces thérapies, dans ces approches. Et depuis l'année 2019, je peux pratiquer avec une autorisation du gouvernement suisse la psychothérapie assistée ou montée par les substances. Et je dois dire que ça a beaucoup influencé mon regard sur la souffrance psychique. Et ce qui m'a mené aussi à écrire un livre sur la dissociation traumatique structurelle que j'observe à la fois chez mes patients, mais chez nous tous un peu et surtout au niveau collectif. Voilà en quelques mots pour me décrire. Eh, Donc, est-ce qu'on a bien compris, j'espère ne pas me tromper, il y a très très peu de psychiatres au monde qui sont autorisés officiellement à travailler avec des psychédéliques, donc LSD, psilocybine, kétamine et MDMA. Et voilà, tu fais partie de ces rares élus, je crois que vous devez être une quarantaine en Suisse, qui accompagnent les patients dans des états élargis de conscience à l'aide de ces substances. C'est bien ça? C'est exact. Donc, il y a encore très peu de médecins psychiatres qui ont la chance de pouvoir travailler comme ça. Tu as nommé un nombre de 40 personnes. À ma connaissance, c'est assez exact, hein. C'est à peu près le nombre de médecins qui peuvent pratiquer avec une autorisation de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique en Suisse. Tu parlais de trois substances, ces substances-là qui sont autorisées actuellement en Suisse, sous autorisation spéciale, hein, je dois dire, hein. Donc, c'est pas prévu pour élargir un traitement habituel, mais c'est vraiment des autorisations exceptionnelles par le gouvernement pour les trois substances que tu as mentionnées, la MDMA, la psilocybine et le LSD, hein. Et tu as mentionné une quatrième substance, la kétamine. Et cette substance-là, on peut l'utiliser sans autorisation spéciale parce qu'elle fait partie des médicaments dont on peut disposer tout médecin en Suisse. Et là, dans beaucoup de pays au monde, ça fait partie des traitements qui sont disponibles pour les médecins. Mais normalement, la kétamine n'est pas prévue pour un traitement psychiatrique. Donc, la kétamine est seulement possible pour une utilisation qu'on appelle off-label, donc en dehors de l'indication habituelle. Ok. Et donc, tu parlais de ton livre, tu as écrit un livre, alors je l'ai lu, il est devenu, ce livre-là, il s'appelle Vampirocène, et il est devenu, pour moi, allez, si je devais donner 10 livres à lire dans sa vie, il fait partie de ces 10. Il n'est pas encore édité en français. C'est peut-être l'occasion, s'il y a des éditeurs qui nous regardent, hein,
de savoir que ça, c'est une possibilité à venir, que tu seras peut-être d'accord un jour de le publier en français. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce livre extraordinaire? Merci beaucoup, Stéphane, pour ce feedback sur mon livre. Ça me fait un grand plaisir que quelqu'un comme toi porte un tel regard, une telle reconnaissance par rapport aux choses que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Ouais. Merci beaucoup. Je me sens très honoré. En effet, ce livre me tient beaucoup à cœur parce que ça représente un peu ma compréhension, mon regard sur ce qui se passe dans la société. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne joue pas avec notre civilisation. Hein. On vit une crise collective, une méta-crise collective, hein, et la question est donc toujours de savoir un peu comment comprendre ça et comment trouver des solutions. Et mon regard en tant que psychotraumatologue, je suis arrivé à la conclusion qu'on peut comprendre quasiment l'ensemble des dynamiques qui paraissent dysfonctionnelles sous un même mécanisme qu'on appelle, je ne suis pas le seul à le dire, mais ce qu'on appelle la dissociation traumatique structurelle. Et moi, je prie sur moi un peu de faire le lien, le ping-pong entre de ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on observe chez l'individu qui est traumatisé, dissocié, et qu'est-ce qu'on peut observer dans les entités publiques, hein, qui sont également traumatisées, dissociées, parce que mon postulat est que une entité publique comme par exemple une famille, une entreprise, une institution, un État, et toute la population, donc des humains, nous sommes la somme des cellules, en quelque sorte, qui sont les individus. Et beaucoup d'individus traumatisés donc font ensemble que l'entité dont ils font partie est également traumatisée, dissociée. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Est-ce que tu pourrais expliquer de la manière la plus simple possible, pour t'adresser à un plus grand nombre possible, c'est quoi la dissociation traumatique structurelle? Voilà, donc ça c'est à la fois c'est simple, mais à la fois c'est aussi pas si simple que ça. J'essaie de déjà souligner le mot structurel, hein, parce que pour moi c'est important qu'on tienne compte qu'il s'agit d'un problème de structure. Donc ça veut dire que toute la structure d'une entité qu'on observe est concernée par une rupture traumatique. Hein. Donc la dissociation, ça correspond à une rupture, une cassure du lien. Donc la chose qui était d'abord intègre, qui était saine, qui était entier, elle est rupturée, elle est cassée par un surcharge traumatique et par la suite, l'ensemble du système est atteint de cette rupture-là. Et le mot structurel est important parce que ça réfère à aussi dénommer la problématique chez la partie des fragments cassés qui a l'air d'être encore fonctionnel, en quelque sorte. Donc, c'est une rupture, finalement, entre quoi et quoi? C'est juste, en quelque sorte, la personne elle-même, elle est cassée en plusieurs parties, au moins en 2 parties, et on appelle une partie, on appelle dans le langage scientifique, on appelle ça la partie émotionnelle. Hein. C'est la PE, le emotional part en anglais, c'est la partie qui est encore restée figée dans l'expérience traumatique. C'est à savoir une personne qui était traumatisée, battue, violée en tant qu'enfant de 6 ans. Il y a une partie de cette personne, même à l'âge adulte, même 30 ans ou 40 ans après, qui vit encore dans l'expérience phénoménologique. Donc moi, je suis un enfant de 6 ans, que je me sens abandonné, maltraité, je suis plein de peur. Ça, c'est la partie émotionnelle, la partie émotionnelle. L'autre partie, c'est la partie qu'on appelle la PAN, la partie apparemment normale. Hein. C'est la partie qui vit au quotidien, qui continue sa vie et qui est en contact avec la réalité du moment et qui essaye de survivre. Hein. Donc la PAN est la partie de la survie, alors que la BE est la partie qui vit encore dans l'évidence du trauma. Et ce qui est important dans la dissociation structurelle, c'est de reconnaître que la PAN, la partie apparemment normale, elle est aussi malade. Hein.
Parce que nous avons le malentendu qu'on applique souvent à la personne ou à toutes sortes de choses qu'on observe dans la société, la personne, et de dire que, ah oui, il a une personne qui fonctionne bien, elle a un nom de travail, elle a des relations, elle fonctionne, elle est successful. Et on dit, ah oui, mais cette partie, elle doit être en bonne santé. Et c'est très important de dire, ah non, chez une entité dissociée structurelle, ce qu'on appelle en bonne santé est aussi malade, est aussi atteinte d'un problème structurel. Et c'est ça que veut dire dissociation traumatique structurelle. Et donc, de manière tout à fait naturelle, j'ai cette phrase qui me vient que beaucoup de gens connaissent, c'est être bien intégré dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à vulgariser ce que tu viens de dire en disant le drame de la société et de structures qui la composent, dont sont composés les individus donc, sont fondamentalement déshumanisés et fonctionnent sur une logique de rupture du lien avec l'émotionnel. C'est en effet ça. Donc, en quelque sorte, cette partie panne, elle est tellement habituée à se prouver à elle-même et aux autres que tout va bien, qu'elle ne se rend pas compte qu'au fond, elle n'est pas dans un mode de vie, mais dans un mode de survie. Et là, il y a une grande différence. Je pense, si on s'intéresse au vécu psychique de la plupart des gens que nous connaissons, si on se questionne un tout petit peu, en savoir est-ce que vous êtes plutôt au niveau de votre expérience en train de survivre, à savoir vous devez faire plein d'efforts du matin au soir pour fonctionner, pour garder les pièces ensemble de votre vie, ou est-ce que vous êtes plutôt en train de vivre, à savoir vous êtes dans la joie, dans la plénitude, même dans l'extase. Je pense que la plupart des gens vont admettre, même ceux qui ont tous les attributs d'une vie de plein de réussite, ils vont quand même admettre, ah non, sur le fond de moi-même, je me sens quand même vachement stressé et menacé quelque part. Donc c'est ça qui veut dire que même les choses qu'on appellerait positives ou plein de réussite et bien notées, socialement reconnues, là derrière se cache aussi un peu cette quête, cette frénésie d'échapper à l'évidence du épée de la partie émotionnelle qui dit je suis quelqu'un de misérable, j'ai peur, je me sens angoissé, j'ai perdu le lien avec moi-même et avec le monde. Justement, tout ce que tu dis me remet en contact avec ton livre. Et il y a deux choses qui me sont restées de ton livre, principalement deux choses qui émergent et qui continuent à m'habiter. La première chose, c'est le syndrome de Stockholm. Et la deuxième, c'est ce que tu aimes appeler, c'est un terme que je reprends souvent en te citant, c'est la religion sans nom. Est-ce que tu peux nous parler déjà d'un point de vue individuel et purement, on va dire, phénoménologique, nous dire ce qu'est le syndrome de Stockholm? Oui, en effet, c'est une notion fondamentale dans mon livre et c'est étroitement lié au concept de la dissociation traumatique structurelle. C'est de comprendre que la personne qui est exposée à une maltraitance répétitive dont elle ne peut pas s'échapper, il n'y a pas en sécurité nulle part, cette personne, cette victime de maltraitance répétitive n'a pas d'autre choix que de se soumettre, d'aller dans une attitude de soumission vis-à-vis de la personne abuseuse, et même développer des émotions positives envers la maltraitance en quelque sorte. Ça, c'est très important parce que si la victime allait continuellement vivre dans l'idée de ici, il y a quelque chose d'horrible qui m'arrive et je peux rien faire contre, au niveau psychologique, c'est insoutenable. Et pour mieux vivre ça, en quelque sorte, on développe un narratif, une explication pour dire « Ah oui, mais c'est quand même normal ce que je vis, les autres font ça aussi, j'ai plein d'avantages et je trouve ça bien. » Et même la personne qui me maltraite, elle n'est pas maltraitante, mais ça, c'est une sorte d'amour. Donc c'est ça la perversité, en quelque sorte, dans le syndrome de Stockholm, de nommer quelque chose sous des termes positifs et de l'accepter qui, sur le fond, est profondément maltraitant. Alors, il n'y a pas que accepter, mais il y a aussi rechercher et reproduire. C'est ça le problème. Tu le nommes bien,
Parce que si la personne s'est engagée dans le syndrome de Stockholm, ça veut dire qu'elle s'identifie aussi, elle, personnellement, dans son narratif sur elle-même, avec la maltraitance, avec la violence. Et ça, elle peut l'amener par la suite à elle-même devenir maltraitante vis-à-vis d'autres personnes. Donc, c'est ça qui explique cet enchaînement transgénérationnel, en quelque sorte, de la violence que les victimes de maltraitance, ils s'identifient avec pour mieux la supporter. Et par la suite, ils vont l'exercer vis-à-vis d'autres personnes qui sont en position de faiblesse. C'est là qu'on en arrive, en fait, à une diffusion de ce syndrome à l'échelle quasiment civilisationnelle. Est-ce que tu peux nous parler du fait que le syndrome de Stockholm ne se situe pas seulement dans les couples? J'ai quasiment écrit un petit ouvrage qui est là à ce sujet, mais pas seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans la relation avec les institutions et avec la société telle qu'elle est construite. Oui, en effet, c'est important, comme tu le dis. Hein, un autre terme pour le syndrome de Stockholm est ce qu'on appelle un attachement traumatique. Hein. Donc ça, c'est à peu près la même chose. On est attaché à une relation maltraitante traumatique. Hein. On a un attachement, on trouve ça normal et on trouve même une excitation vis-à-vis de cela et on a tendance à toujours le reproduire, à se retrouver dans le même type de fonctionnement. Hein. Et ça, tu as décrit dans ton livre. Hein. Et ça, mon postulat, on le trouve aussi à l'échelle plus large, hein, au niveau collectif, que notre société, elle s'identifie avec plein de narratifs qui justifient et valident la maltraitance. Hein. Notamment sous forme de politique nationaliste, où on dit qu'on est plus fort que les autres, on est supérieur aux autres et on a le droit de les maltraiter. Et on cache avec cela qu'au fond de nous-mêmes, on se sent peut-être aussi perdu et on est nous-mêmes aussi traumatisés. On a peur du monde, on a peur de l'avenir. Et au lieu d'admettre notre faiblesse, on préfère taper sur les autres. Et un autre exemple que j'amène dans mon livre par rapport à ce syndrome de Stockholm collectif, c'est le monde du travail. Combien de personnes vont au travail avec le poing dans la poche parce qu'en quelque sorte, ils sentent un peu déshumanisés, non respectés, surchargés constamment, ou alors en conflit avec leur boussole morale par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et ça, pour moi, c'est aussi une sorte de syndrome de Stockholm parce que la plupart des gens vont dire à la première question qu'on leur a posée, ils vont en quelque sorte expliquer que tout va bien au travail, c'est nécessaire, ils doivent le faire pour travailler et le monde est fait comme ça et on ne peut rien changer. Hein. Donc ça veut dire une très profonde identification et le narratif qui justifie en quelque sorte la maltraitance au travail. Oui, et puis tout ce que tu décris, moi, ça me vient aussi parce que j'ai récemment lu à ce sujet, mais tout ce que tu décris est quasiment prouvé à travers des approches neurocentrées et pharmacocentrées que tout ça se passe également dans la biologie du cerveau. C'est-à-dire qu'une personne initialement maltraitée va produire un cocktail d'hormones pour survivre à cette maltraitance ou à ce climat délétère, et qu'ensuite elle va aller rechercher des situations similaires dans les couples ou dans les relations professionnelles ou dans une carrière pour retrouver ce cocktail de molécules, de neurotransmetteurs à l'intérieur de son cerveau. Donc c'est pas seulement finalement psychologique, c'est vraiment biomécanique aussi, hein. C'est ça? Oui, après, c'est toujours la question qu'est-ce qui est l'origine, hein, la poule ou l'œuf. Hein. Moi, je suis d'avis qu'à l'origine de la souffrance psychique, il y a toujours une problématique d'attachement perdu, brisé ou trahi. Hein. Et on a un besoin fondamental en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'animal, hein, ou peut-être même être vivant, d'être en lien. Hein. Et si ce besoin, en quelque sorte, n'est pas satisfait, on se sent un peu abandonné, abandonné seul et menacé, et ça génère un stress. Et si dans les relations sociales et au travail, on a constamment l'impression qu'on n'est pas respecté, qu'on n'a pas sa place, qu'on doit être autrement qu'on est réellement, ça génère aussi cette rupture un peu de lien et d'attachement, et ça génère chez les gens des souffrances psychiques que d'ailleurs on peut décrire, ça c'est un autre sujet qui me très très cher, ce que les neuroscientifiques appellent le separation distress, hein, l'anxiété de te séparer du lien. Hein.
Et ça, c'est une angoisse très, très profonde, ça fait très, très mal. Et on peut dire en quelque sorte que la plupart des maladies psychiatriques qu'on connaît aujourd'hui, notamment les addictions, mais aussi les troubles post-traumatiques et le burn-out, sont l'expression d'une sorte de separation distress. Ok, bien. Et maintenant, la religion sans nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour moi, la religion sans nom, c'est pour moi une manière de postuler en quelque sorte que malgré le fait que nous avons eu les Lumières, hein, donc le 18e siècle, hein, avec les grands philosophes français, Voltaire notamment, mais aussi allemand Kant, et beaucoup d'autres philosophes qui ont en quelque sorte aboli le pouvoir des superstitions et des religions en Europe, hein, malgré ce qu'on appelle cette sécularisation de notre culture qu'on a eue au XVIIIe siècle, que quand même, les mêmes dogmes religieux qui étaient au premier plan à l'époque le sont toujours dans notre société qui est sécularisée, où les gens ne vont plus à l'église, l'État français ne prête plus serment à la Bible, hein, mais quand même les mêmes croyances, et que je les appelle dogmes parce qu'on ne peut pas les questionner, sont répétées toujours et encore une fois dans quasiment la totalité des dynamiques sociales, notamment au travail, mais aussi dans la politique, et aussi dans les relations un peu familiales. Qu'est-ce que... Et c'est ça que j'appelle, c'est une religion qui est toujours là, mais qu'on ne peut pas dénommer parce qu'il n'y a pas de culte officiel où les gens vont le dimanche, mais c'est un peu présent à tout moment. Ce qui est important de nuancer ici, c'est qu'on ne parle pas d'une religion au sens... cette religion, quand tu dis qu'elle est toujours là, pas une religion au sens d'une tradition, mais une religion au sens de dogme, c'est ça? C'est ça, oui. Et j'ai l'impression, et donc je te partage mon impression pour que tu me dises si ça résonne avec ta manière de voir les choses, mais qu'en fait, ces dogmes qui sont devenus non questionnables sont issus d'un narratif qui lui-même est issu d'un trauma collectif, et ce narratif est distillé finalement par les médias. Oui, donc, en effet, il y a beaucoup de messages qui sont repris sans trop réfléchir, sans les questionner, dans toutes sortes de médias, hein, y compris dans la science empirique, mais aussi dans les formations, dans l'éducation. On va par exemple, un dogme que je trouve extrêmement religieux à la base, c'est de dire il faut souffrir dans la vie pour réussir, en quelque sorte. Si tu donnes beaucoup de peine, si tu souffres, en quelque sorte, c'est bien, c'est jamais faux de souffrir, c'est toujours utile en quelque sorte, alors que en même temps, il faut se méfier d'avoir du plaisir. Dans le plaisir, il y a quelque chose de mauvais dedans, qui se cache quelque chose de surnois, donc il faut se méfier, il faut pas trop aller du côté du plaisir et de la joie. Et moi, j'appelle ça dans mon livre, c'est une culture, un dogmatique un peu quasi religieux, où il y a l'érotisation de la souffrance et une diabolisation de l'extase. Et c'est ça que, pour moi, c'est ça l'expression la plus importante de cette religion sans nom, et on trouve ça vraiment à plein d'égards dans les dynamiques sociétales. Est-ce que tu as identifié d'autres dogmes qui ont la peau dure et qui sont des présupposés que plus personne ne questionne ou qu'on n'a même plus le droit de questionner? Un autre, c'est par exemple, c'est qu'on parle de mauvaises substances. On parle de drogues qui sont quasiment quelque chose de diabolique, hein. Je trouve ça absurde parce que sur le plan phénoménologique, rationnel, scientifique, une substance psychoactive, une drogue, n'est autre qu'une molécule. Et on ne peut pas avoir des molécules méchantes ou bonnes. Chaque molécule, elle a sa particularité, sa place, ses vertus, ses avantages, ses désavantages. Mais il est absurde de parler de mauvaises substances comme par exemple l'héroïne, ou il y a quelques années, on parlait de l'LSD ou la psilocybine, qui étaient des substances quasiment diabolisées, hein. Et moi, c'est aussi quelque chose où je pense qu'on doit commencer à réfléchir d'une autre manière et de sortir de ce qu'on appelle, c'est aussi un dogme qui est toujours très présent dans la société, c'est la guerre contre les substances, contre les drogues du gouvernement américain en 1971, 71, excuse-moi.
Évidemment, hein, là je fais mon petit disclaimer, hein, qu'on n'incite absolument personne à transgresser les lois du pays dans lequel il se trouve, mais cette notion de transgression, quand on le regarde d'un point de vue plus archétypal, plus jungien, elle a une existence fondamentale dans des rituels qui ont des milliers d'années d'existence, hein. Ça fait partie de la plupart des initiations, ne serait-ce que la transgression de ses propres limites. Et moi, ce dont ça me parle, c'est aussi, on pourrait parler de la dissipation, voire la disqualification de la dimension rituelle dans notre société aujourd'hui. On sait très bien qu'on s'éloigne de plus en plus de considérations spirituelles, puisqu'il y a une confusion de la part de toute une population entre spiritualité et dogme religieux. Donc on voit que la spiritualité disparaît et que c'est peut-être une des plus grandes causes de la direction que la civilisation prend. Et par là même, avec l'eau de ce bain qu'on est en train de jeter, on jette aussi la dimension rituelique, qui était en fait un des principaux constituants du lien entre les êtres d'un groupe social. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour moi, un rituel, dans ma perception, ça a deux sens. D'un côté, c'est un message symbolique, hein, donc on fait quelque chose, hein, on partage le pain, par exemple, dans l'Eucharistie, on partage quelque chose, où on chante ensemble, où on fait un feu ensemble. Et en même temps, il y a aussi un message sociétal qui est véhiculé à travers ce symbole, hein. Et ça, c'est souvent un message, nous, on fait partie d'un groupe, hein. Et c'est ça qui lie les gens, et c'est ça qui donne orientation et un sens d'appartenance et de sécurité, hein. Donc, je pense, comme je dis, puisque un de nos besoins les plus essentiels est le lien, hein, être en lien avec nos pairs et avec les autres êtres vivants autour de nous, je pense tout rituel qui rappelle ça et qui célèbre ça est le bienvenu. Mais il faut aussi savoir, et ça c'est ma critique, hein, dans les rituels, tous les rituels qu'on connaît, on connaît plein aujourd'hui, à l'école, dans le monde du travail, il y a des rituels militaires, religieux quand même plein, hein, et dans les shows, à la télévision, il y a plein de rituels et il faut savoir qu'à la base, il y a le côté, et ça pour moi ça ramène au vampirocène, hein, il y a cette cocktail à la fois de la séduction et de la menace, hein. Et de la séduction, c'est de faire appel à cet instinct humain qui veut être connecté et qui veut avoir des messages rassurants. Et beaucoup de rituels parlent de cela, hein. Les rassemblements, où on fait des choses ensemble, ça existe aujourd'hui. Mais derrière, là aussi, derrière le rituel peut aussi être un message qui fait froid au dos, à savoir, si tu te ne conformes pas à nous, tu seras éjecté, voire maltraité, hein. Donc, il y a toujours ce double tranchant qui, pour moi, est le fil rouge du vampirocène, de l'ère des vampires, qu'on vit dans une culture qui a construit beaucoup de symboles et rituels et de dynamiques et de dogmes dans cette dichotomie à la fois la séduction et à la fois le menace de violence. Ok. Et donc, toi, dans ton livre, tu ne fais pas que dénoncer, si tu veux, ces dérives, hein, mais tu proposes éventuellement des pistes pour en sortir. Est-ce qu'il en existe? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est de nommer les choses. Nommer un chat, de nommer l'ampleur du dégât et l'ampleur de la manipulation culturelle dans laquelle nous nous trouvons tous, hein. De nommer la chose. Et ce que j'essaie sous forme scientifique, c'est un phénomène qu'on peut bien décrire, c'est la dissociation structurelle traumatique, hein. Et donc, la première chose, c'est donc nommer la chose, prendre conscience des mécanismes, hein, qui font que le psychisme, il s'adapte et il intègre ça, il s'identifie avec, hein. Moi, je compare le vampirocène, l'ère des vampires, avec un virus mental qui a commencé à prendre possession de notre conscience il y a à peu près 12 000 ans avec l'essor du patriarcat et de la révolution néolithique. Et depuis cela, ce virus qui se manifeste à travers le contrôle, hein, contrôle, il prend de plus en plus place dans notre espace mental. Et pour s'en défaire, c'est
C'est des techniques un peu de psychothérapie, de prise de conscience que moi j'appelle, que je trouve en tout cas décrit dans ce qu'on appelle la phénoménologie. Est-ce que tu pourrais définir l'approche phénoménologique, justement? Oui, donc la phénoménologie, c'est une approche à la fois philosophique et scientifique, hein, qui a son origine au 19e siècle, peut-être même plus tôt dans les Lumières, donc ça va assez loin. Et il s'agit d'aller au retour des phénomènes, à la source, hein, retourner aux sources des choses mêmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est à la base. Qu'est-ce qui est la base de la chose qui m'intéresse, le phénomène qui m'intéresse, et comment je comprends sa forme élémentaire. Cette forme élémentaire, on appelle aussi l'essence, hein, l'essence de la chose qui m'intéresse, ou alors la Gestalt. Hein. Et la manière de comprendre la Gestalt de la chose qui m'intéresse, c'est ma compréhension à moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui pourra me dire la dépression c'est ça ou ça, mais je dois moi-même avoir en sorte d'aller en contact avec cette expérience de tristesse et de déconnexion pour comprendre, ah oui, la dépression, ça fait mal, tu te sens seul, tu te sens en désespoir, parce que je l'ai vécu moi-même. Je me suis mis dans la peau de la personne. Donc, la phénoménologie, en quelque sorte, ça valide comme autorité maximale de la compréhension épistémologique des choses qui nous concernent, c'est l'expérience de l'individu. C'est ça qu'il faut. C'est ça la base de la phénoménologie. Alors, je vais te dire comment je l'entends, comment je le déforme et comment je le comprends à travers mon langage, et tu vas me dire si ça peut coller. Ce que je comprends, c'est que ce que tu dis, la religion sans nom, elle procède aussi d'un fantasme d'objectivité, de conformisme et de domination. Et ce fantasme de l'objectivité qu'on ne peut pas atteindre puisque nous sommes une somme de subjectivité, il se fait à travers une approche scientiste, à travers une approche matérialiste, et que si tu veux la vision de la phénoménologie que tu proposes, je l'entends comme le re-empowerment, la réappropriation de notre propre ressenti personnel, de notre propre subjectivité comme autorité première dans la navigation que nous ferions de notre existence. Est-ce que c'est assez juste ou pas? Oui, c'est tout à fait juste. Et en principe, là, tu nommes ce que moi j'appelle, c'est l'urgence collective primordiale, c'est celle de la conscience. Hein. Parce qu'on parle de la crise climatique, hein, du réchauffement et de la disparition des espèces, mais au niveau de notre expérience humaine, pour moi, la grande urgence, où il est vraiment midi moins 2 minutes, hein, c'est que nous avons perdu la connaissance de nous servir de notre esprit, de notre compréhension. Et c'est ça qu'on doit réapprendre et on doit rééduquer, surtout les enfants à l'école, comment arriver à une compréhension de ce qui est vrai ou faux. Et moi, je fais maintenant le parallèle aussi avec le livre Genesis, Adam et Ève, où ils ont mangé du fruit interdit, la pomme ou le champignon psychédélique. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Et ils étaient capables de faire la différence, de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein. Ils ont été punis pour cela. Et la punition était la culture patriarcale. Et pour sortir de cet engrenage qui nous emmène en ce moment dans la catastrophe, il faut faire exactement ce que Adam et Ève ont atteint à cet âge-là, à savoir, ils comprennent eux-mêmes de ce qui est vrai et faux pour eux. Hein. Et c'est ça que je souhaite, et c'est ça pour moi la crise de conscience. Nous, on doit se réapproprier de cette capacité-là. Ni rien de plus, rien de moins. Et ce qui est intéressant, donc déjà, tu l'as bien souligné, on pourrait faire toute une heure rien que sur ce sujet. Il s'agit bien d'un fruit défendu. Ensuite, il s'agit d'une expulsion. Et entre les deux, il y a une transgression. C'est ça. Et le serpent, et c'est ce que je dis souvent, hein, le serpent, ça peut faire sourire, puisqu'il y a dans la Genèse à laquelle tu fais référence, un serpent qui parle à Adam et Ève. Alors, ça fait sourire les gens qui connaissent l'expérience de l'ayahuasca, toujours, la présence de ce serpent, et qui dit non, quand vous mangerez le fruit défendu, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, puisque vous saurez discerner le bien du mal. Hein. Donc, dans ce livre qu'est
qu'est la Genèse, qui fait partie de l'Ancien Testament. C'est un épisode qui peut nous donner pas mal d'informations en dehors de toute considération religieuse, évidemment. D'accord. Est-ce que tu peux poursuivre sur les solutions, parce que je sais que tu as quelque chose à dire à ce sujet sur un auteur allemand très peu connu en France qui s'appelle Thomas Metzinger. En effet, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire la connaissance de Thomas Metzinger lors des congrès psychédéliques à Berlin. J'allais régulièrement. Et il était parmi les invités préférés de ces conférences. Et il parlait de la Bewusstseinskultur, la culture de la conscience. C'était vraiment ce que je disais alors, de remettre à l'agenda collectif de la manière dont on cultive et on éduque et on utilise notre conscience, hein. À savoir déjà à l'école d'enseigner la rationalité critique aux élèves, hein, de regarder les nouvelles dans les médias et de réfléchir par eux-mêmes, de vérifier certains faits et de faire la part des choses. Est-ce qu'il y a peut-être un côté manipulatoire quand même dedans? À qui ça sert, hein? De vraiment cultiver la rationalité critique par rapport à la logique, hein? Donc la logique est au centre, hein. Une autre chose, c'est d'apprendre à relativiser les perceptions, hein, à savoir que ma perception, elle est dépendante du moment dans lequel je suis, des antécédents de mon corps, de ma biographie, mais ça peut, selon le contexte dans lequel je suis, je peux avoir une toute autre perception des mêmes stimuli qui m'arrivent dans ma vie de tous les jours, hein. Donc, de cette relativité de la perception, mais aussi de voir que ma compréhension, elle est toujours basée sur les choses que je capte, hein. Donc, on ne peut pas, comme toujours l'exemple, on ne peut pas expliquer à quelqu'un par un livre comment le goût d'une fraise. Donc, c'est ce goût-là que je dois explorer moi-même qui va m'informer mieux qu'autre chose. Et, ouais. Et juste une troisième chose, Metzinger dit aussi que il faut commencer à jouer avec toutes ces choses-là. Il ne faut pas rester dans une rigidité de notre réalité à nous, mais aussi jouer un peu avec les différentes possibilités de comprendre notre réalité, donc notamment aussi avec des états de conscience modifiés. Donc Metzinger parlait à Berlin, j'étais choqué et enthousiaste en l'entendre qu'on devrait cultiver remettre une sorte de culture Eloisis pour la société. On donne le droit à tout citoyen de vivre de temps en temps, au moins une fois dans la vie, la possibilité de faire une expérience psychédélique dans de bonnes conditions pour avoir un peu un autre regard sur son existence. Et c'est un peu de reprendre un peu le projet de Eloisis qui était abandonné il y a 1500 ans, 1800 ans. Oui. Alors, pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, surtout que tu le dis avec l'accent germanique, Eleusis, en français, c'est donc Éleusis. Et il s'agissait on appelait ça des cultes à mystère, qui étaient des initiations de masse qui n'avaient pas de caractère dogmatique, ni religieux et encore moins sectaire, qui proposaient pendant très longtemps, ça a duré quasiment 2500 ans, en Grèce, à chacun de pouvoir vivre une expérience transcendante. Et aujourd'hui, les travaux comme l'archéochimie, l'archéobotanique, tendent à montrer de plus en plus, en tout cas les spécialistes convergent vers l'idée que dans les mystères d'Éleusis, il y avait des initiations psychédéliques, puisque il y avait absorption d'un breuvage qui contenait plusieurs plantes suspectes, on va appeler ça comme ça. Et donc, on se rend compte que l'expérience psychédélique, exactement comme l'Eucharistie dans le proto-christianisme, était au centre de l'expérience spirituelle. Et aujourd'hui, les spécialistes pensent qu'il y avait quasiment 1 million de personnes qui sont passées par Éleusis. Et de ces gens-là qui sont passés, on a les plus grands penseurs sur lesquels notre culture s'appuie, hein, comme Platon, Cicéron. Alors, il y en a plus d'une trentaine qui sont très célèbres et qui sont passés par Éleusis pour boire ce breuvage mythique qui permettrait de mourir avant la mort et donc de ne plus avoir à mourir le jour où on meurt. Donc ça, c'est tout un champ d'investigation auquel tu fais référence. Et donc, c'est intéressant. Donc, Thomas Metzinger nous dit, visiblement, et je l'apprends, que nous devrions chacun, selon lui, pouvoir vivre un Éleusis
c'est-à-dire une expérience mystique transcendante, c'est ça, dans notre vie? En tout cas, on devrait créer dans la société des espaces pour que les gens puissent euh, euh, vivre ce genre d'expérience parce que ça fait partie en quelque sorte euh, de la maturation, en quelque sorte de la conscience, en quelque sorte. De l'accès à la transcendance, hein, déjà. Hein, Oui. on sait aujourd'hui que la transcendance participe à ce qu'on pourrait appeler la santé spirituelle, hein. C'est-à-dire une mise en relief des paradigmes existentiels de chacun. Est-ce qu'on serait d'accord, toi et moi, pour dire que ces expériences-là doivent être non religieuses, non dogmatiques, et doivent être libérées d'un narratif? Mais bien sûr, hein, bien sûr, c'est très important et ça, c'est aussi le souci que j'ai vis-à-vis de la médecine psychédélique en ce moment, que euh, les acteurs vont s'approprier de cet outil-là avec un agenda, hein, avec des arrière-pensées, avec toujours, comme se trouve dans notre culture, cette volonté d'augmenter le pouvoir et l'argent et d'utiliser les psychédéliques là-dedans, hein, et que les psychédéliques peuvent être usurpés dans une doctrine médicalisée ou psychiatrique où on vient chez un prêtre psychiatre qui connaît la vérité, on se soumet à son autorité, on lui paie de l'argent et en retour, il nous donne un peu l'absolution à travers une expérience psychédélique contrôlée à sa manière, hein. Donc, c'est ça un peu ce que je crains. Et pour ne pas entrer dans ce dérive-là, hein, j'espère que la Pauvre Science Culture, la culture de conscience, va nous donner une sorte de caisse à outils, hein, phénoménologique et épistémologique pour bien naviguer dans ces expériences-là, hein, et de manière complètement non dogmatique. Oui. Donc, d'une part, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a un pont entre le postulat de Thomas Metzinger, cette culture de conscience, hein, apprendre à discerner, remettre la subjectivité au centre, donc un pont entre ça, la phénoménologie, et finalement l'expérience propre de la spiritualité à l'écart de tout narratif dogmatique. Tu parles, alors tu évoques naturellement, tu arrives, tu m'emmènes sur le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, qui est les dérives avec les psychédéliques. Et il y en a deux, hein, il y a deux extrêmes, hein. La médicalisation au profit d'une rentabilité, d'une vision strictement mécaniste et matérialiste de la science, mais aussi son pendant qui peut être l'utilisation des psychédéliques à des fins religieuses, spirituelles et sectaires, hein. Et donc, il y a ces deux choses, ces deux menaces. Et je crois, ma croyance à moi, c'est qu'on pourrait éviter ces écueils en faisant se rencontrer la science et la spiritualité. Moi, naïvement, j'imagine que ça se rencontre sur le champ de la psychothérapie transpersonnelle ou de la Bewusstseinskultur de Thomas Metzinger. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les risques de ces dérives? Alors aujourd'hui, on sait qu'on se dirige plutôt vers une dérive médicaliste et matérialiste et scientiste de l'utilisation des psychédéliques. L'autre côté existe aussi, même si c'est moins probable en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comme la réponse est difficile parce qu'en effet, moi, je souhaite que les gens apprennent à eux-mêmes d'être autonomes dans leur perception et dans les interprétations qu'ils vont faire d'une expérience. Moi, j'appelle même pas, en quelque sorte, je dis même pas à mes patients qui vont faire une expérience spirituelle. Pour moi, c'est déjà suggestif. J'ai dit, ils vont vivre quelque chose de très inhabituel. Et après, c'est à eux de nommer ça, de commenter ça, de trouver des explications. Moi, je me retiens beaucoup à donner quoi que ce soit comme indication qui va dans la direction spirituelle, tout en étant ouvert que ce genre de compréhension peut émerger. Et je trouve aussi c'est très important de se rappeler, une des grands messages un peu de l'expérience spirituelle ou de tout ce questionnement que toi tu te poses et moi aussi, c'est un peu est-ce que nous sommes des êtres spirituels? Est-ce que nous sommes uniques dans ce genre-là sur cette planète, hein?
Et on a souvent l'impression quand même que l'être humain est quelque chose de spécial. Donc, on est tous au top de la pyramide de la conscience et seulement l'être humain serait capable d'avoir un vécu spirituel, d'aller en connecter avec une connexion spirituelle. Et moi, j'ai tendance aussi, ça, c'est aussi une grosse erreur. Pour moi, certes, on est capable d'avoir une conscience autoréflexive, et ça, c'est pour l'instant unique, mais rien nous dit que les animaux en dessous de nous, entre guillemets, ne seraient pas capables d'avoir aussi une connexion spirituelle à tout moment. Et moi, je suspecte même, et ça c'est de mon postulat, qu'un oiseau dans mon jardin ou une taupe dans mon jardin, elle est connectée avec le vivant, avec ce qu'on nous appelle la spiritualité à tout moment. Et justement, nous l'avons perdu parce que nous sommes complètement absorbés par l'intellectualisation de notre culture. Absolument. Et notre définition, nous avons une définition anthropocentriste de l'intelligence qui vise à disqualifier les autres formes de vie. Et dans notre définition de l'intelligence, la spiritualité n'a pas, dans notre définition et dans notre mesure de l'intelligence, du vivant, la spiritualité n'a pas sa place. En tout cas, j'aimerais évoquer un dernier sujet. Je suis heureux que nous ayons trouvé, toi et moi, enfin un sujet de désaccord. Qui est, alors toi, c'est ton métier, partiellement, et ta spécialité de fournir des expériences psychédéliques, thérapeutiques à tes patients, avec des substances autorisées dans le cadre du gouvernement suisse. Et tu dis, je m'abstiens même de dire que ce sera une expérience spirituelle. Alors que dans ma croyance à moi, les expériences que j'ai vécues à travers ces substances, c'est presque comme si, et on va s'affranchir du mot spirituel, je vais utiliser le mot transcendance, qui est, et je sais que ça va déplaire à beaucoup de monde, qui est aussi un mot utilisé par l'OMS, qui tente de définir ce qu'est la santé et qui tente, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose, d'inclure la santé spirituelle dans la définition de la santé et qui tente d'inclure la transcendance. Et dans ma croyance, je crois que l'expérience psychédélique est un moyen d'accès à la transcendance et que c'est cette transcendance, en dehors de tout narratif dogmatique et religieux, très important, qui peut mener à une sortie de crise. Oui. Or, donc je me pose la question, n'est-il pas fondamentalement constructif d'induire la transcendance sous réserve que ce soit, qu'on accepte ensemble que l'expérience psychédélique, avec ou sans substance, on met là-dedans les expériences chamaniques, transcendantes et l'état élargi de conscience sans psychédélique, que ce soit la nature de ces expériences, que ces expériences sont naturellement transcendantes. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, mais on réalise avec les choses que tu expliques que on doit être très vigilant par rapport à l'emploi de certains mots, et certains mots sont très chargés pour des raisons historiques ou parce que ça a été politisé, notamment le mot spirituel ou le mot mystique. Mais si on trouve d'autres termes pour décrire cette expérience comme tu le fais, tu parles de transhumant, Transcendant. Ou alors le sentiment d'être connecté, le sentiment de connexion écologique, universelle, ce genre de choses, ou d'expériences transpersonnelles qui dépassent le vécu de la personne. Je pense là, on est d'accord que, et là, je veux aussi accompagner mes patients et les préparer dans ce sens, qu'on est dans ces expériences, on vit quelque chose qui dépasse notre horizon d'expérience à nous. Et c'est ça qui une expérience assez nouvelle pour la plupart des gens et qui peut apporter la guérison. Donc, je suis d'accord avec toi. Très bien. Eh bien, écoute, une dernière question qui devient une habitude dans mes vidéos. Qui es-tu derrière l'étiquette de psychiatre? Comment tu te définis? Je pense que je suis quelqu'un qui cherche la vérité, en quelque sorte. C'est ça ma quête depuis le plus jeune âge, que j'ai essayé de m'approcher, de comprendre la vérité, et que c'est un long parcours assez épineux. On va
la montagne derrière moi. Donc, il faut être prêt à passer dans la tempête parfois et à chercher sa propre voie, sa propre voie sur sa propre montagne. Et cette réalité de ce qu'il a est différente pour chacun. Hein. Oui. Chaque personne porte et gravit une autre montagne. Mais je pense qu'on a tous en commun que quand on fait son ça, elle est en contact avec le ciel et avec les étoiles. Et c'est ça que j'essaie de aussi en quelque sorte faire comprendre à mes patients et les accompagner sur leur escalade à eux. Oui. Et c'est ça la définition de la transcendance, c'est accéder à quelque chose tout simplement de plus grand que soi. C'est ça. Et donc, merci. Merci Ansgar. Merci à toi, Stéphane, pour déjà avoir été penché sur mon livre. Hein. Ce n'est pas une lecture facile. Hein. Je dois admettre que ça demande aussi du courage. Mais je te remercie pour ton intérêt et ton échange. À ce jour, les gens qui sont germanophones ou anglophones peuvent le trouver où, ce livre? Bon, le livre germanophone se trouve en librairie sur commande, mais aussi sur Amazon, aussi sous forme de e-book. Et la version anglophone, anglaise, elle se trouve seulement sur Amazon, mais là aussi sous papier et aussi sous forme e-book. Et la version francophone, voilà, j'essaierai, je vais certainement la publier dans l'avenir. C'est en cours. Merci. Merci pour tout, Ansgar. À bientôt. Merci Stéphane et à bientôt. Merci.